De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre programme Data Market. Merci parce que vous avez été très nombreux lorsque nous avons reçu pour vous le président du Conseil de l'Ordre national des architectes en RDC, Brunel Guibalé Leki Kananga, avec qui nous avons échangé sur l'an 1 de l'existence de l'ordre. Merci pour vos appels, merci pour vos suggestions et merci pour les vœux que vous avez souhaités à l'Ordre national des architectes en RDC. D'un architecte à un autre, nous voici ce soir avec mon invité où nous allons parler de l'entrepreneuriat dans le secteur de la construction, plus précisément dans le monde de l'architecture. Et pour en parler, nous recevons pour vous Dieudonné Mutombo Ilunga, que je vais saluer et souhaiter joyeux Noël et bonne fête de fin d'année et meilleurs vœux. Merci de me recevoir et bonne fête à vous aussi. Merci Dieudonné Mutombo Ilunga. Vous êtes architecte, comme je l'ai dit à l'introduction. Tout à fait. Nous sommes dans vos cabinets, situés à Kinshasa, à Gombe. Nous allons parler de l'entrepreneuriat dans ce secteur. Premièrement, si nous devons cerner Dieudonné Mutombo Ilunga, architecte, comment pouvons-nous mieux le présenter? Ça c'est peut-être préférable de demander aux gens qui me connaissent. Mais moi je dirais que c'est quelqu'un de déterminé et qui aime motiver les gens autour de lui. Quelqu'un qui sait ce qu'il veut et il sait où il va. Voilà, ça c'est moi. Voilà, c'est quelqu'un qui sait motiver, qui sait où il va, donc un manager. Tout à fait. Donc là, on vous retrouve dans votre casquette de manager. Tout à fait. Dieudonné Mutombo Ilunga est le manager de quel cabinet d'architecture ici en RDC? Le cabinet s'appelle Tandem Architecture. Voilà, c'est un cabinet d'architectes situé à Gombe, à Kinshasa. Situé à Gombe, à Kinshasa. Maintenant, nous allons entrer en profondeur. Nous allons parler de ces secteurs. D'abord, qui est l'architecture. C'est vrai, vous êtes jeune architecte, père de famille. Oui. Époux. Tout à fait. Parents. Oui. Nous allons commencer par la genèse. Pour avoir cette carrure d'architecte et manager, par où devons-nous commencer? Ok. D'abord, si je veux commencer d'abord par architecte. Pour être un architecte, avant tout, il faut faire des études d'architecture. En RDC, il y a l'école publique d'architecture qui s'appelle ISAU, l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme, qui est situé sur 24 novembre. Alors, il y a d'autres instituts d'architecture, d'écoles d'architecture dispersées à travers le monde. Il y en a plusieurs, beaucoup, qui sont reconnus par leurs États. Et c'est en faisant des études d'architecture dans ces écoles reconnues qu'au bout du cursus, qu'on peut être appelé architecte. Alors, quand on a le titre d'architecte, il faudrait après exercer pendant 2 ans sous les ordres d'un architecte, d'un maître, donc dans un cabinet. Et c'est seulement après ces 2 ans que l'on peut être reconnu comme architecte indépendant et évoluer seul. Dieudonné Mutombo Ilunga, nous avançons. Quels sont, ça c'est une question qui revient souvent et les téléspectateurs voudraient être situés, quels sont les atouts que l'on doit avoir pour être architecte ou bien les compétences de base? Bon, ça dépend d'une personne à une autre. Moi, je dirais que tout le monde peut devenir architecte. C'est vrai que c'est un métier technique
c'est aussi, l'architecture, c'est aussi de l'art. Donc quand on a déjà une prédisposition artistique, où on a une bonne main, on a cette capacité à voir les choses facilement en 3 dimensions. Et on a la capacité facile à inventer, à rêver. Ce sont des dons, des petits avantages qui permettent d'être un bon architecte. Mais, comme dans tout métier, tout s'apprend. Il suffit seulement d'être déterminé, d'avoir la volonté. Facilement, quelqu'un qui peut ne pas posséder ces aptitudes, à force de travail, à force de détermination, il peut devenir un bon architecte. Donc, pour moi, tout le monde peut devenir un architecte. Il suffit seulement de le vouloir et d'aimer, en fait, d'aimer l'architecture. Très chers téléspectateurs, de partout où vous nous suivez, vous êtes dans votre magazine Data Market, diffusé sur Kin 24 télévision le lundi à 22h juste. Nous recevons pour vous l'architecte Dieudonné Mutombo Ilunga, avec qui nous échangeons sur entreprendre dans ce monde de l'architecture de la construction, lui en tant que manager et manager général de Tandem, c'est ça? Architecture, oui. Tandem Architecture. Et là, nous échangeons. Maintenant, nous allons dans les eaux profondes. Est-ce vrai, l'architecte est là pour concevoir l'espace-vie? Et qu'est-ce que nous devons comprendre par l'espace-vie? L'espace-vie, c'est l'espace dans lequel l'homme vit. L'homme vit, l'homme travaille. Et il faut organiser cet espace. Pour organiser cet espace, il faut l'intervention de quelqu'un qui s'y connaît. Et la personne à même d'organiser les espaces de vie des personnes, c'est l'architecte. C'est l'architecte qui définit cela. Et quels sont les exemples que vous pouvez nous en donner? Des espaces de vie. Oui, oui. Des villas, des appartements, des espaces de travail, les bureaux. Il y a des espaces de détente, les salles de spectacle, les théâtres, les stades, les espaces de vie, de logement, les hôtels. Donc tout ce qui est bâtiment, tout ce qui abrite des hommes, qui abrite des bêtes, les animaux, sont des espaces de vie. Et concernant les œuvres d'art, par exemple, ou bien des ponts, les sauts-moutons, par exemple, voilà, là aussi, ce sont des espaces de vie. Les œuvres d'art sont abritées dans des espaces de vie. Ok. Voilà. Les musées sont des espaces de vie parce que, bon, ça abrite des œuvres d'art. Ce sont les hommes qui viennent les contempler, qui viennent les admirer, voilà, qui viennent les découvrir. Voilà. Alors, c'est dans des bâtiments. Voilà. Et c'est l'apanage de l'architecte. Alors, les ponts sont à la fois l'apanage des ingénieurs en bâtiment et aussi des architectes. Les architectes interviennent dans le design des ponts. Voilà. Un pont designé par un architecte est toujours beaucoup plus intéressant. Il est beaucoup plus esthétique, il est beaucoup plus beau à voir. Il y a toujours cette touche artistique que possède l'architecte. Parce que l'architecte est à la fois un technicien, mais surtout un artiste. Voilà. Et c'est ce qu'on nous apprend à l'école, en fait, à devenir des artistes, à développer le côté artistique en nous. Parce que il faut émouvoir. Il faut chercher à créer du beau, à faire du beau. D'où ma grande question. Vous vendez le beau. Comment vendre le beau? Quel est ce processus pour vendre le beau? Est-ce qu'il faut être initié? Il faut l'avoir vu? Il faut connaître le beau. Ça, c'est sûr. On ne peut pas vendre le beau sans le connaître. Il faut connaître le beau, il faut l'avoir vu, il faut l'avoir palpé, il faut l'avoir touché. Ça commence à l'école, où nous avons des cours qui nous permettent de développer le côté artistique, les couleurs, l'harmonie, tout cela, ça s'apprend.
Mais après, il faudrait avoir la capacité de le développer personnellement, en voyageant, en observant. Un architecte doit être un bon observateur, voir ce qui se fait de beau autour de soi, voir ce qui se fait de beau dans le monde, voilà, et s'inspirer de ce qui est beau, ce qui a déjà été fait. Donc il faut être observateur. S'il vous plaît, partout où vous êtes, nous vous prions de prendre vos carnets et vos stylos. Là maintenant, l'architecte Dieudonné Mutombo Ilunga va partager son expérience par rapport au monde de l'architecture et de la construction. De connaissances de commun de mortels, Oui. nous pouvons dire, nous représentons toute cette partie clientèle, toute cette partie de ceux qui amènent leurs préoccupations à l'architecte. Comment se présente un dossier que vous propose un partenaire, un client ou un porteur de projet? Par où ça commence? Par exemple, je viens vers vous pour me confectionner ou me construire un édifice. Par où commencer? C'est directement par le plan? C'est directement par les études? Comment est mené un processus de construction d'un édifice par rapport à un porteur d'un projet? Au tout départ, il faut avoir une idée. Voilà. Le maître d'ouvrage, donc le client, a une idée. Il cherche à construire quelque chose. De cette idée viendra le terrain. Voilà. Il faut qu'il y ait un site sur lequel sera érigé ce bâtiment, ce projet. Alors, l'architecte peut intervenir avant même qu'il y ait le site. C'est même préférable. Donc l'architecte achète le site? Non, il n'achète pas le site. Ou bien il observe le bon site? Il accompagne en fait, il accompagne le maître de l'ouvrage dans le choix du site. C'est l'idéal en fait. Ça éviterait à ceux qui aient des sites non appropriés. Non appropriés. Par rapport au projet. Voilà, ou bien des sites coûteux. Qui rendraient le projet coûteux. Voilà. Alors, si jamais le site est déjà trouvé, parce que ça existe, hein, que vous ayez déjà un site, bon... l'architecte ne vient que constater. Voilà, l'architecte constate le site. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On descend sur le site. Il faut qu'on le connaisse. On doit s'appréhender du site et de son environnement. Parce que l'architecture devient de plus en plus verte. Et quand nous concevons un projet, nous devons respecter l'environnement. Nous ne devons pas le modifier, le changer totalement. Il faudrait qu'il reste le plus possible intact, hein, la nature. Alors, nous nous appréhendons du projet en descendant sur les sites, faisant notre petite inspection. Nous revérifions les dimensions du terrain, du site. Nous vérifions que les documents sont conformes, sont en règle, que le certificat d'enregistrement est présent et tout le reste. C'est après maintenant que nous allons donner au client une petite brochure dans laquelle c'est un questionnaire avec quelques questions. C'est ces questions qui nous permettront à nous de mieux comprendre l'idée maîtresse du client. En répondant à ces questions, nous savons exactement quel est plus ou moins le budget qu'il vaudrait affecter à ce projet. Quel est ce projet? Quels sont ses goûts? Dans combien de temps compte-t-il réaliser ce projet? Combien de temps il voudrait que ce projet soit réalisé? Voilà. Et à partir de ce questionnaire, ça nous permet à nous d'établir une ébauche. Quand nous avons cette ébauche, nous la présentons au client. Et c'est à lui maintenant, en discutant, en échangeant avec cette ébauche, que nous pourrons maintenant comprendre totalement le besoin du client.
S'il est déjà satisfait de cette ébauche, nous avançons. S'il n'est pas satisfait, nous comprendrons maintenant exactement quels sont ses besoins et nous saurons avancer dans ce sens. L'architecte, au fait, ne fait que exprimer le besoin du client. Vous avez un besoin, mais vu que vous n'êtes pas professionnel, ce n'est pas évident pour vous de l'exprimer. Voilà. Et des fois, certains besoins ne sont pas réalisables ou ne respectent pas l'environnement ou bien les règles de l'art. Et nous, connaissant et maîtrisant le métier, nous savons orienter ce projet dans la meilleure dans sa dimension en fait la plus accomplie. Maintenant, nous aimerons savoir quelle est la place des études du projet avant d'entamer toute opération de construction. Et pourquoi souvent ces études doivent coûter énormément cher, comme beaucoup se plaignent. Les études, c'est la priorité. Pourquoi? Parce que avant de se lancer dans la construction, il faudrait qu'on sache où on va, ce qu'on va faire. Ces études se présentent pas seulement sous forme de plan, mais il y a aussi des écrits qui permettent de déterminer par écrit le type de projet, de le détailler, de spécifier techniquement l'utilisation des matériaux, leur mise en œuvre, le type de finition que nous comptons faire, le type de carreaux, leur dimension, le type de peinture, la qualité de peinture. Donc tout ça est bien défini dans un cahier des charges. Ça permet à ce que, quand l'entreprise commence à construire, il n'y a plus de zone d'ombre. On ne se pose plus des questions. Tout est bien calé, tout est bien défini. On sait combien va coûter le projet. On sait combien de temps ça va nous prendre. Il y a un planning bien détaillé et défini. Qu'est-ce que reprend cette étude du projet? Qu'est-ce que ça reprend comme étape, par exemple? L'étude du projet reprend les plans. Les plans, au départ, nous avons les plans d'avant-projet. Ce sont des plans qui permettent de savoir exactement à quoi va ressembler le projet. Des vues en plan, des façades, des perspectives et puis des coupes sommaires. Après, nous aurons des plans détaillés. Sur ces plans détaillés, ce sont des plans d'exécution. C'est là que nous allons nous appuyer, que l'entrepreneur va s'appuyer pour pouvoir construire. Ce sont des plans de fondation, les plans de plomberie, les plans d'électricité, les plans de structure, les plans de toiture. Donc tous ces plans techniques qui permettent à ce que on ait une idée exacte du coût du projet, de comment on doit s'y prendre, de comment on doit implanter le projet, de comment on doit avancer dans ce projet. Sinon, l'entrepreneur, il est perdu. Nous avons le devoir de bien fixer les choses. Je prends un cas pratique. Je suis dans un environnement où il y a un bâtiment de rez-de-chaussée plus de niveau, par exemple, à 5 mètres de mon projet de construction. Mais pourquoi nécessairement il faut me demander encore que vous puissiez mener des études? Si déjà mon voisin, tout près, il est déjà là, on peut commencer, on peut débuter. Là, vous parlez de... la fondation, ainsi de suite. Parce que si lui, il tient, donc moi aussi, je peux tenir à côté. Oui, mais le projet n'est pas pareil. Ah bon? Voilà, le projet... Même si on est dans le même environnement. Oui, d'abord, bon, vous construisez par exemple un R+6, lui, il a un R+4. Voilà. Et puis, à 5 mètres, à 2 mètres, il peut y avoir un changement dans le sol. Ne le voyons pas. C'est comme ça que des études géotechniques sont importantes et obligatoires. Voilà. C'est bien beau de se référer au bâtiment à côté, se disant que bon, il est allé sur tel type de fondation. Nous, comme nous sommes à 5 mètres, on fait pareil.
c'est bon, mais il peut y avoir des surprises parce que nous ne savons pas ce qui se trouve dans la terre, sous la terre. Donc c'est important. Hein? C'est important de savoir. C'est important parce que vous allez investir 200 000, 300 000, 500 000, 1 million de dollars sur ce projet, dans sa réalisation. Et quand vous allez dans un magasin, avant d'acheter une chemise, vous la regardez, vous l'essayez. Et c'est une chemise de 20 dollars, 50 dollars. Mais c'est quoi? Pourquoi? C'est pour que vous soyez sûr qu'elle me convient, qu'il n'y a pas de malfaçon, il n'y a pas de défaut, qu'elle n'est pas déchirée, que cette chemise me convient, quand je la mettrai, j'y serai à l'aise. Voilà, il faut le faire pour le bâtiment. Il faut être sûr que les 1 million, les 500 000, les 200 000 dollars que j'investis dans ce bâtiment, on pourra le réaliser, il pourra traîner. Je pourrai le léguer à mes enfants, à mes petits-enfants. Et pour cela, il faut être sûr que le sol, il faut avoir une idée exacte du sol pour pouvoir avoir des fondations adaptées à ce type de sol. C'est le même cas, par exemple, avec ceux qui veulent modifier leur maison. Par exemple, il vous dit, ajoutez-moi un étage, ajoutez-moi des colonnes, ajoutez-moi d'autres pièces. Il faut aussi mener des études? Oui, en ajoutant un étage, c'est vous rajoutez un poids sur le bâtiment. Ok. Voilà. Or, le sol a une portance. La portance, c'est la capacité du sol à supporter une charge. Voilà. Et cette portance n'est pas la même partout. D'une commune à une autre, d'un quartier à une autre, c'est pas toujours la même. Alors, quand vous demandez de rajouter un étage ou deux, il faut d'abord savoir quelle est la portance de ce sol. Ça, c'est de 1. Et puis de savoir est-ce que la structure existante de ce bâtiment est en même de supporter un étage supplémentaire ou deux. Sinon, c'est un gros risque. Donc les gens ne doivent plus s'entêter pour dire que non, Ecosimba, ça va aller, ça va avancer, construisez seulement. Non, non, c'est dangereux. C'est dangereux. Vous avez un bâtiment, vous vous dites, bon, j'appelle un maçon, on rajoute un étage, c'est dangereux. C'est dangereux. À moins qu'au départ, vous ayez mené des études pour réaliser un bâtiment d'autant d'étages. Hein, que, bon, les études, c'était un bâtiment de 6 étages et que, bon, vous êtes arrêté à 4 et que, bon, faute de moyens, que maintenant que vous avez les moyens, vous pouvez rajouter 2 étages. Là, oui, parce que les études ont été faites pour 6 étages. Mais si vous avez fait des études rien que pour 4 ou 2 et vous voulez rajouter des étages, c'est dangereux. Il faudrait appeler un expert. Il faudrait qu'on vérifie que la structure est en même de supporter cet étage supplémentaire ou ces étages supplémentaires que nous rajoutons. Et si ce n'est pas le cas, bon, il faudrait mener une étude ou voir comment renforcer la structure. Une structure qui permettrait à ce que cet étage ou ces étages soient supportés soit possible à réaliser. Vous êtes dans votre magazine Data Market, diffusé sur Kin 24 Télévision et d'autres chaînes partenaires, ainsi que sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube, Twitter, Facebook, les comptes liés à ce programme. Nous recevons pour vous le manager général de Tandem Architecture, avec qui nous échangeons, Dieudonné Mutombo Ilunga. Nous arrivons à cette phase où souvent il y a un petit polémique sur qui doit réellement conduire un projet de construction et qui doit engager pour l'entrepreneur tous ces acteurs qui doivent participer à la construction. Et là, directement, je vais chez Dieudonné Mutombo Ilunga. Cette grande question, après les études menées, par exemple, Tandem Architecture, l'entrepreneur vous apporte son projet, vous avez mené des études. Maintenant, qui engage la suite des opérations de construction? Qui engage et qui suit le projet et qui engage d'autres partenaires, par exemple la plomberie, les ingénieurs? Qui engage cela? Et qui doit remettre les clés à l'entrepreneur lorsque la construction de l'édifice ou de bâtiment ou d'une œuvre d'art est terminée? C'est l'architecte, pas forcément le concepteur. Le maître d'ouvrage, le client, peut se dire votre mission s'arrête à la conception des plans. On lui remet le dossier.
Mais c'est mieux, c'est prudent de le continuer avec un architecte, toujours. Si pas le concepteur, un autre architecte. Parce que l'architecte, c'est le conseiller du client. C'est comme un avocat du client dans le domaine de construction. L'architecte a pour mission non seulement de concevoir le projet, mais de l'emmener à terme. Il doit accompagner le client dans les différentes étapes. Il accompagne le client dans le choix de l'entreprise qui va réaliser le projet. Parce qu'il a la formation. L'architecte est formé pour pouvoir déceler les qualités chez l'entrepreneur. Savoir que cet entrepreneur est en même de réaliser le projet. Il aide le client dans le choix de l'entrepreneur. Il continue à assister le client dans le contrôle. Pendant que l'entreprise est en train de réaliser l'ouvrage, l'architecte contrôle la bonne exécution. Parce que vous n'êtes pas un technicien, vous ne saurez pas si le bâtiment est bien réalisé. Il faut qu'il y ait un contrôle. Il faut qu'il y ait une mission de contrôle. Et c'est ça la mission de l'architecte, une des missions de l'architecte. Nous contrôlons les travaux, sa mise en œuvre, jusqu'à la fin de la réalisation du projet. À la fin, nous établissons des carnets de bonne exécution. Nous établissons des papiers de fin de mission. Et nous remettons les clés au client. Donc c'est à l'architecte qu'incombe de voir la conformité de tout ce qui a été mis dans le projet de construction. En termes de qualité des matériaux, en termes des acteurs qui doivent... Donc, il y a aussi une autre question qui trotte dans les têtes des téléspectateurs. Est-ce que l'architecte engage tout ce qui est dépenses de frais envers d'autres participants, par exemple les électriciens, les constructeurs? C'est lui qui suit aussi les dépenses? Non, l'architecte, ses dépenses se limitent dans les études. Voilà. Parce que dans la réalisation d'un projet, il y a plusieurs intervenants dans la conception du projet. Dans les études, il y a plusieurs intervenants. Je peux donner l'exemple d'un orchestre symphonique, un orchestre classique et tout ça. Vous avez le maestro, celui qui dirige. Et vous avez différents musiciens. Un pianiste, un violoniste, un bassiste, ou je ne sais pas quoi. Ceux qui... le violon, la flûte et tout le reste. Voilà. Le maestro, qui est l'architecte, conçoit la musique. Et il affecte à chaque musicien sa partition. Tu joues ça, tu la joues comme ça. Parce que je voudrais que ma musique ressemble à ça. Toi, tu l'as fait comme ceci. Toi, tu l'as fait comme ceci. Voilà. Dans la conception, dans les études, l'architecte fait appel à des spécialistes dans des domaines qui l'accompagnent dans la réalisation de ses études. L'architecte fait la musique. Il conçoit la musique. Il sait à quoi va ressembler le projet. Et il demande à être accompagné par des spécialistes dans le froid, la climatisation, en électricité, en plomberie et dans diverses techniques. Ça dépend du projet. Quand vous avez un immeuble mécanique, parce qu'il y a des immeubles qui sont mécaniques, qui ont des paliers qui peuvent tourner et tout le reste. Ah bon? Voilà, il y en a à Dubaï. Il faut faire appel à des ingénieurs en mécanique. Voilà, pour qu'ils apportent leur contribution. L'architecte fait appel à un ingénieur en bâtiment, un spécialiste en structure. Voilà. Et
C'est tout ça, en fait, toute cette équipe qui permettra à ce que nous ayons un projet bien fini, bien fignolé, bien précis. Alors, ce sont ces études financièrement que l'architecte gère. Voilà. Généralement, ça dépend, hein, généralement, il peut engager les frais pour tout le monde. Les études ou carrément dissocier ses études à lui et les études de structure des ingénieurs. Qu'est-ce qui est intéressant? Que le maître d'ouvrage remette la totalité du montant du projet selon la construction à l'architecte. Des études. Ah, voilà. Mais le reste, c'est au cas par cas. Par exemple, il faut payer les ingénieurs qui ont fait l'étude du sol ou bien qui ont calculé résistance de matériaux, par exemple. Chacun a ses frais. Oui, chacun a ses frais. Ça peut être géré par le concepteur, l'architecte, qui s'entend déjà avec chaque en amont déjà, voilà. Combien ça va demander. Voilà, pour ton intervention et tout le reste. Et puis lui, il fait la facture globale. Oui, oui. Ou carrément, le client s'entend avec chacun des intervenants. D'où ma question. Pour une rapidité dans les délais, qu'est-ce qui est mieux? Que l'on remette tout, la globalité du montant, ou bien que ce soit le cas par cas? Selon vous, qu'est-ce qui est souvent intéressant pour la réussite du projet? Ça dépend aussi du type de projet, ça dépend de grandeur de projet. Des fois, pour certains projets, l'expertise n'est pas sur place. Par exemple, pour la structure, pour le calcul de structure et tout ça, on a besoin de faire appel à une expertise à l'étranger. Voilà. Alors là, c'est vraiment deux entités totalement, vraiment, voilà. Et bon, là, il faut, c'est deux factures différentes. Mais quand les experts sont ici, cette expertise est ici, moi, personnellement, je fais une facture globale. Voilà. J'ai les cabinets d'ingénieurs avec lesquels je travaille. J'ai les spécialistes de froid avec lesquels je travaille. Donc, on fait une facture globale pour toutes les études. Et puis, ça vous permet aussi, je peux dire, de faire appel à la consultance professionnelle bien qualifiée. Oui, que je connais, que je maîtrise. Des gens que je connais leur travail, je sais. C'est important de travailler avec des gens que tu maîtrises. Hein? Oui, tout à fait. Dans le délai de livraison. Voilà, tout à fait, tout à fait. Pour être sûr qu'ils vont me livrer le travail en temps convenu et un travail de qualité. Ça me permet, moi, au final, de donner un projet de qualité, un projet sûr, bien fait, bien fignolé, en temps convenu. On a vu le chantier, donc en 3 dimensions, on voit le chantier dans notre tête. Maintenant, avant d'arriver aux travaux de finissage, qui est aussi un casse-tête pour avoir la jointure bien faite, les couleurs bien mises, c'est aussi un sérieux problème. Vous verrez un très joli bâtiment, un bon bâtiment, mais ça choque un peu. La finition laisse à désirer. Mais avant de passer à cette question, il y a une question importante, les relations humaines. Parce que lorsque vous avez parlé, vous avez dit qu'un architecte est un conseiller. C'est lui qui vient avec son projet de construction, n'est pas professionnel. Tout à fait. Vous l'orientez. Maintenant, ma question est celle-ci. Quelle est l'importance et la place des relations humaines dans le travail d'un architecte? Ça a une importance vraiment capitale. Le client vient avec un besoin. Il faut qu'il sente qu'il a été compris, qu'il a été bien accueilli, que son souci a été bien perçu. Il faut le mettre à l'aise. Il faut l'aider à s'exprimer. Parce que nous ne concevons pas pour nous. Nous concevons pour le client. C'est son bâtiment, c'est sa villa, c'est son hôtel, c'est son immeuble. Il doit à la fin avoir le projet dont il a toujours rêvé. Si c'est sa villa, il doit être à l'aise d'y vivre. Donc, il faut l'aider à s'exprimer pour que ses besoins, ses goûts, ses soucis soient mieux appréhendés par nous. Et qu'en retour, il ait le projet de ses rêves.
Voilà, nous recevons pour vous dans le magazine Data Market l'architecte Dieudonné Mutombo Ilunga, manager général de Tandem Architecture, avec qui nous échangeons sur l'entrepreneuriat dans le domaine de l'architecture en RDC. Comme je l'avais si bien dit, la problématique sur le finissage d'un ouvrage de construction. Est-ce que l'on doit se concentrer sur le finissage d'un ouvrage de la même manière qu'on s'est donné corps et âme dans les études et dans la construction de l'ouvrage? Tout à fait. La finition est importante. C'est cette finition qui fait que le bâtiment soit beau à voir, qui ne choque pas. Ouais. Il peut être bien conçu, mais quand il n'est pas bien fini, on ne retrouve pas cette beauté. Et ce n'est pas un relâchement du fait que le bâtiment est là, on va livrer, on va mettre les couleurs et puis clic-clac, c'est fini. Non, non. L'architecte a la mission de bien contrôler toutes les étapes de finition. Et l'entrepreneur, les entreprises sérieuses, savent que c'est une étape très très importante, qu'ils ne doivent pas la louper. Parce que c'est une manière pour eux aussi c'est une publicité pour eux. Quand un bâtiment est beau, que les gens s'y plaisent, c'est quoi de plus normal que ce soit une publicité pour eux. Donc ils ont aussi cette mission de bien finir les travaux. Et ça demande une technicité importante, particulière. Ça demande beaucoup d'attention. Ça demande de la patience. C'est même le côté artistique. Voilà, ça demande la maîtrise. Il faut avoir les bonnes équipes, les bons finisseurs. Et il y en a dans ce pays des entreprises qui sont capables de faire quand même de la bonne finition, de la très bonne finition. Maintenant, nous arrivons au point sur les marchés de l'architecture en RDC. Selon vous, comment est ce marché? Elle est facile, elle est compliquée? Est-ce que l'architecte congolais, surtout le jeune architecte congolais, peut se retrouver dans ce marché? Non, non. C'est un marché difficile. Difficile, pourquoi? L'architecte d'abord n'est pas connu. Déjà, on nous confond aux ingénieurs. Voilà. L'ingénieur est beaucoup plus connu que l'architecte. On a l'impression que tous ceux qui tournent autour du bâtiment, ce ne sont que des ingénieurs. Alors que c'est l'architecte qui vient en premier, qui conçoit le projet et qui fait appel aux ingénieurs, aux différents ingénieurs et aux différents corps de métier. À quoi est dû ces déficits de connaissances ou d'informations que l'architecte est le tout premier dans le processus de construction? Parce que je pense, je ne sais pas, à mon humble avis, j'ai comme l'impression que d'abord, il y a beaucoup plus d'écoles qui forment les ingénieurs. Parce qu'il n'y a pas que des ingénieurs en bâtiment. Il y a des ingénieurs en électricité, en informatique, en mécanique. Ingénieurs en son. Voilà, il y a beaucoup de filières dans l'ingénierat. Et ce n'est que normal qu'ils soient beaucoup plus connus. Et médiatisés. Voilà, et médiatisés. Alors que les architectes, il n'y a que les architectes. Voilà. Il n'y a pas d'autre filière que les architectes. Que les architectes. Du moins, en ce qui concerne la conception des bâtiments. Il n'y a que des architectes. C'est vrai que maintenant, il y a les architectes d'intérieur. Ça, c'est un autre métier. C'est vraiment une autre filiale qui concerne plus l'aménagement intérieur, mobilier, modification, quand il faut changer les pièces, les agrandir ou quoi. Bon, on peut faire appel à un architecte d'intérieur. Mais l'architecte, il n'y a que l'architecte dans la construction, dans la conception. Est-ce un métier facile, être architecte en RDC? Non. Est-ce qu'entreprendre? Non, c'est pas un métier facile. Peu médiatisé, pas connu. Du coup, les études sont difficilement payables parce que les gens ne voient pas cette importance, en fait, ne la connaissent pas, en fait, l'importance. Il y a beaucoup d'ignorance de ce côté-là. Les gens pensent que c'est jeter de l'argent par la fenêtre.
en faisant appel à un architecte, en payant les études, on peut facilement prendre des plans existants où voilà, un maçon vient, ou lui-même le client se dit bon, j'aurai mon salon ici, ma chambre et tout ça. On se dit c'est plus économique, on passe directement à la réalisation. Du coup, c'est un métier pas évident, mais avec l'ordre des architectes maintenant, il y aura beaucoup de choses, et il y a déjà beaucoup de choses qui sont en train d'être calées. On essaie de mettre les choses vraiment en ordre pour que ça soit une obligation de faire recours à un architecte. Parce que sous d'autres cieux, c'est une obligation. Pour un bâtiment de plus de 150 mètres carrés, c'est une obligation d'avoir recours à un architecte. Parce qu'il protège l'environnement, il protège les voisins du bâtiment à ériger. Il protège lui-même le client. Il protège le pays. Parce que si nous avons des bâtiments qui n'ont pas été conçus par les architectes, c'est un danger permanent. C'est vraiment un danger. Nous avons vu combien de bâtiments se sont effondrés dans la capitale. Et ça tue des gens. C'est très dangereux. Dieudonné, maintenant, comment augmenter votre part du marché, vous qui dites que ce marché est difficile? D'où doit provenir la part du marché de l'architecte en RDC? De l'État? Du privé? Des deux. Des deux. Parce que, tout comme l'État, le privé construit. Il faut faire connaître le métier. C'est ça le rôle de l'ordre des architectes. Et c'est aussi notre rôle à chacun de nous. Voilà pourquoi nous passons dans des émissions pour vulgariser ce métier. Je ne suis pas le premier architecte à passer dans une émission. Il y en a beaucoup. Le président de l'ordre passe régulièrement. C'est pour vulgariser ce métier. Pour faire à ce que les gens entendent parler de ce métier, comprennent l'importance de ce métier dans notre pays, dans le monde, dans la construction. Voilà. Et ce n'est qu'à partir de là, de cela, que les gens, sans même pourtant qu'on les oblige, auront ce souci de faire appel à un professionnel pour être sûr que le projet sera bien réalisé, bien conçu. L'État devrait aussi nous aider dans ce sens. Voilà. Je pense que le président de l'ordre l'a plusieurs fois répété. L'État a pour mission de protéger sa population et de faire à ce que ce qui est construit et par l'État et par les privés soit construit dans les normes pour que le pays, la population, sa population soit protégée des différents dégâts qui pourraient intervenir dus à une malfaçon ou à une mauvaise conception à cause de l'absence d'un architecte. Voilà, très chers téléspectateurs, nous tendons déjà à la fin de notre échange avec l'architecte Dieudonné Mutombo Ilunga, manager général de Tandem Architecture. Ensemble, vous allez voir ce que fait ce jeune entrepreneur congolais, malgré la concurrence étrangère, mais qui est canalisé aujourd'hui grâce à l'Ordre national des architectes. Il va nous présenter son cabinet ensemble avec d'autres personnes qui l'accompagnent dans cette tâche. Allons-y, visitez ensemble son cabinet et nous revenons pour désannoncer notre entretien de ce soir. Bonjour. Soyez bienvenue. Merci, merci. Dans notre petit cabinet. Voilà. Ingénieur Rony. Bonjour. Enchanté. Ingénieur Louis. Bonjour. Bonjour. Et nous avons une dame. Ici, elle est architecte. Elle est architecte, ça c'est très très bien. Ça c'est très très bien. Nous avons deux autres architectes qui sont sur le terrain en ce moment. Ok. Voilà. Alpha et Paul. Vraiment, nous voyons votre cabinet. Donc, nous sommes une petite équipe. Et vous verrez qu'on est jeune. Hein? Jeune et dynamique. Voilà. Ça c'est très bien.
Merci beaucoup de nous accueillir. Ok. Dieudonné, nous avons visité votre équipe, une équipe dynamique, jeune. Félicitations, parce que ce n'est pas facile. Vous n'avez pas reçu le financement d'une banque où vous lancez. C'est avec vos petites économies. Ce n'est pas facile. Ma question, comment vous y arrivez pour tenir? Vu que vous n'avez pas de financement de banque, vous n'avez pas d'accompagnement, est-ce que vous en avez aussi besoin? Parce que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a promis d'accompagner les jeunes entrepreneurs. Non, nous n'avons pas encore de financement. Nous n'avons pas encore de financement. Ce n'est pas évident. Nous sommes beaucoup d'architectes et beaucoup même sont très talentueux, mais n'ont pas la possibilité d'asseoir un bon cabinet parce que ce n'est pas évident. Nous avons eu la chance, c'est une grâce, d'avoir certains marchés, notamment à l'extérieur du pays, au Cameroun, qui nous ont permis quand même d'asseoir les choses. Mais c'est pas évident. C'est pas évident. Nous souhaitons vraiment de la part du gouvernement, de l'État, de donner du travail aux architectes. Parce que nous sommes nombreux, nous sommes qualifiés, nous sommes capables de faire du bon boulot. Et le gouvernement a le devoir, de soutenir sa jeunesse, de soutenir ses enfants, de soutenir sa population. Avec des architectes forts, c'est un pays fort. Dieudonné, un dernier mot pour mettre terme à ce numéro. Je sais que vous allez encore revenir pour d'autres numéros dans Data Market. Je l'espère bien, si vous m'invitez. Vous avez des vœux à présenter parce que ce sont les périodes de vœux, des fêtes. Oui. Meilleurs vœux à toute la population, particulièrement à nos clients, à notre famille et à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Que l'année 2020, comme a dit le président de la République, soit une année d'action et que ça se concrétise dès le début du mois de janvier. Merci Dieudonné. Merci à vous. Meilleurs vœux à Grace Imani Ngalula Ilunga. Meilleurs vœux à ma tendre Lauriane Bilonda Mbaye. Meilleurs vœux à vous, téléspectateurs qui nous suivez, qui nous soutenons. Meilleurs vœux à la grande équipe du cabinet d'architecture Tandem Architecture qui nous a accueillis. Merci. Et meilleurs vœux au manager général. Merci beaucoup. Et meilleurs vœux à toute la grande équipe. Vous nous avez raté ce lundi à 22h juste sur Kin 24. Rattrapez-vous le mardi à 11h juste pour la rediffusion et suivez-nous à volonté sur les réseaux sociaux. Ciao, que Dieu vous bénisse.